Donc, c'est ça, moi, je vais vous présenter, dans le fond, d'autres types d'ouvrages, là, particulièrement, oups, ça, je voulais faire du tout. En Estrie, je vais vous en présenter 3 exemples de projets d'aménagement de champs qui incluent des ouvrages hydro-agricoles pour protéger, contre l'érosion. Puis, dans le fond, pour vous donner des exemples de projets, je suis allée puiser dans des projets que j'ai réalisés là, quand j'étais conseillère au club agro-environnemental de l'Estrie et ingénieure là, pour la firme Action Environnement à Sherbrooke. Donc, pour chaque projet, je vais vous faire un peu une mise en contexte, une présentation de la problématique d'érosion, puis la solution là, qui a été retenue. Donc, je vais vous présenter un projet de rigole d'interception, un de fossé d'interception et un d'avaloir en plein champ. Donc, dans les 3 cas, c'est des projets où il y a des réaménagements quand même majeurs qui ont été faits là, pour un bloc de champ. Donc, les 2 premiers projets que je vais vous présenter sont en lien avec des rigoles et des fossés d'interception. À titre de rappel, là, les rigoles et les fossés d'interception, ainsi que les voies d'eau, c'est des canaux qui sont conçus pour capter l'eau de ruissellement et l'amener vers un exutoire de façon à limiter l'érosion. De façon générale, là, on parle de voies d'eau quand l'eau est amenée dans le sens de la pente et de rigoles ou de fossés d'interception quand l'eau de ruissellement est interceptée. Donc, quand l'aménagement est contraire au sens de la pente principale. Donc, les rigoles puis les fossés d'interception permettent de réduire l'érosion en champ en limitant les longueurs d'écoulement et également là, en réduisant le volume de ruissellement qui est concentré à un endroit. Donc, l'image ci-contre, là, qui est tirée d'une fiche disponible sur le site AgriRéseau, montre une combinaison d'aménagements possibles. Donc, exemple de projet 1, rigole d'interception. Euh, C'était dans un champ d'une superficie approximative de 12 acres qui était en production d'ail, un type de sol limoneux, donc avec une infiltration assez mauvaise là, naturellement. La culture se fait dans le sens de la pente. Le producteur mentionnait des problématiques d'érosion visibles dans le tiers inférieur là, du champ, soit de l'érosion en rigole et en ravine. Lors de la visite, là, on voyait aussi de l'accumulation de sol dans le bas du champ, là, dans les endroits que j'ai encerclés. Euh, je vais toujours vous montrer là, pour les projets des cartes de ce type là, où on voit les courbes topographiques puis les écoulements en bleu. Là. C'est des cartes que je génère avec le logiciel Global Mapper, mais vous pouvez les faire aussi avec QGIS, ArcGIS, puis ou vous servir là, du site InfoSol là, pour avoir cette information-là. Bon, après l'analyse là, des données cartographiques et d'après le constat terrain, c'était clair là, que la problématique était causée par la longueur et le volume de ruissellement. Donc, il y avait un facteur pente aussi là, qui contribuait probablement à la problématique. Là. Dans le haut du champ, on voyait que la pente est plus faible dans les couleurs vertes et jaunes, puis plus on descend dans le champ, plus la pente est accentuée. Là. On voit dans les oranges, violets et rouges. Là. Le fait aussi que le sol avait une faible capacité d'infiltration, ça devait contribuer à la problématique. Donc, la solution qui est retenue est principalement en lien avec les ouvrages. On avait regardé les pratiques culturelles, entre autres là, de changer le sens des cultures, mais étant donné que la production était en ail, avec des rangs très définis et que le type de sol avait une faible infiltration, on avait peur là, que les entre-rangs ne s'égouttent pas bien. Donc, le producteur a préféré là, garder la culture dans le sens de la pente. Le producteur applique déjà du paillis à la grandeur des champs pour protéger son ail, ce qui aide à protéger le sol de l'érosion. Et il fait des engrais verts, là, donc c'est des petites périodes où le sol se retrouve à nu là, complètement. Là. Donc, ce qui a été décidé de faire, c'est de couper la longueur d'écoulement par une rigole d'interception
positionné ici. La rigole a été localisée pour déplacer le moins de terre possible et permettre une pente transversale du lit de la rigole autour de 1 à 2 %. Comme on voit là, dans la vue en coupe de la rigole d'interception, la profondeur de la voie d'eau est d'environ 25 cm, avec des pentes de talus là, de 1 dans 10 en amont et de 1 dans 4 en aval. Cette configuration-là là, est faite en fonction de permettre le passage de la machinerie par-dessus la rigole. Donc, c'est possible avec une configuration comme celle-là là, que la rigole soit traversable. Cependant, c'est toujours risqué que la machinerie crée des sillons dans la berme et que cela, ça va venir affecter l'efficacité de l'ouvrage. Dans ce cas-ci, le producteur a préféré vraiment cultiver le champ en 2 blocs et circuler aux extrémités du champ. Mais j'ai déjà fait un projet similaire avec une rigole d'interception pour un producteur laitier qui, lui, avait une rotation là, de prairies, maïs. Il faisait 4-5 ans en prairie, 1 à 2 ans en maïs. Et sa rigole d'interception, lui, la traversait quand ses champs étaient en prairie. Il n'y a jamais eu de problème là, avec sa rigole d'interception. On voit aussi là, dans la vue en couple que le fond est assez plat, le fond de la rigole, et qu'il y a un drain. Mais là, on est un peu coupé, là, mais on voit qu'il y a un drain là, qui est installé là, un peu en amont là, du lit de la rigole d'interception pour aider à assécher la rigole d'interception pour permettre là, à celle-ci de s'assécher rapidement, là, parce qu'effectivement, il va y avoir un passage là, de la machinerie qui pourrait venir tracer là, si ça reste humide trop longtemps. Là. Fait qu'on voit ici, dans le fond, dans l'image 1, la rigole d'interception après l'implantation de la végétation. De mémoire, c'était un mélange B là, avec un extra d'avoine là, qui a vraiment parti rapidement. Là. On voit dans l'image 2 là, vraiment la rigole à l'œuvre au printemps. Donc, l'eau est très bien captée par la rigole d'interception. Le producteur, lui, était vraiment satisfait parce que ça a vraiment réglé là, la majorité de ses problèmes d'érosion dans le bas du champ. On voit dans la prochaine image. Bien, oui. La rigole d'interception après 1 ou 2 ans, là, puis dans une période où le sol est à nu. Donc, c'est entre la récolte d'ail et l'implantation d'une culture de couverture. Fait qu'on voit rapidement qu'il y a un potentiel, s'il y a des fortes pluies, que le sol descende puis vienne colmater, dans le fond, la rigole d'interception puis diminuer sa profondeur. Là. Le là, maintenant, ça fait 4 ans, je crois que le producteur a mis en place sa rigole d'interception, puis il n'y a pas encore de problème, mais il sait très bien qu'il la surveille aussi. Là, il sait très bien qu'éventuellement, il y aurait potentiellement un travail là, au boule ou à pile mécanique là, pour refaire la configuration là, de la rigole d'interception. Pour l'entretien là, de la végétation dans la rigole, le producteur, c'est en face de chez eux, fait que soit lui, sa femme, ses enfants, ils vont faire quelques passages là, de tondeuse à gazon dedans, là, carrément, là, avec son tracteur à pelouse là, pour la maintenir vraiment bien courte, là, puis entretenue. Ça, c'est un peu ça pour ce projet-là. Pour le deuxième projet, c'est un cas de faux sein d'interception. Le champ appartient, dans le fond, à un producteur qui a une ferme laitière, qui fait aussi de la grande culture biologique. C'est un champ qui a été longtemps en prairie, mais avec l'intégration de la relève, là, ça fait en sorte qu'il y a comme une intensification de la production. Donc, ce champ-là va être appelé à être
mis en grande culture biologique, là. Avec les pratiques actuelles de l'entreprise, il est anticipé qu'il y aurait une augmentation du travail du sol, une augmentation du sol qui va être donc à nu probablement, et donc plus de risques d'érosion. C'est un sol qui est de type loam sableux. Encore là, un type de sol que, oui, l'infiltration est assez bonne, mais qui a aussi plus de potentiel là, d'être à risque d'érosion. Le champ est présentement cultivé dans le sens de la pente. Puis après le labour, là, il était vraiment possible de voir de l'érosion dans le bas du champ et dans les coulées où se concentre là, le ruissellement. Vous remarquerez dans la prochaine image que les pentes sont pas assez fortes, sont très fortes. Même pour l'Estrie, là, c'est des champs avec des pentes très fortes. Là, on se trouve à être dans le 4-6 dans le haut, puis 7-10 dans le bas du champ, là. Donc, c'était clair qu'on allait rentrer dans un mur au niveau de l'érosion si on ne mettait pas en place des pratiques culturelles et des aménagements là, pour empêcher ça. En ce qui concerne les pratiques culturelles, la culture à contrepente a été envisagée, mais étant donné, là, c'est ça, l'éloignement du site de production laitier principal, là, le producteur n'a pas vraiment voulu faire des cultures pérennes. Là. Moi, ce que je suggérais, c'était des pentes de culture pérenne et de culture annuelle interchangées. Le producteur commence à faire des cultures intercalaires et a accepté, dans le fond, de faire aussi de la culture, de changer son sens des cultures complètement et de cultiver à contrepente. En ce qui concerne les ouvrages, on s'est entendu sur 2 fossés d'interception. Donc, un qui était plus en haut du champ et un autre un peu plus pour couper vraiment en 3 sections ce grand champ-là. Le producteur a décidé d'en réaliser un et d'observer, dans le fond, comment le champ va réagir suite au changement du sens des cultures. Donc, si nécessaire, le premier en haut serait rajouté. C'est celui dans le milieu du champ, juste avant le changement de pente vraiment drastique là, qui a été aménagé. Et pourquoi un fossé d'interception plutôt qu'une rigole d'interception? C'est vraiment à cause de la pente forte. Avec ce type de pente-là, il aurait été impossible là, de reproduire le profil de pente qu'on retrouve pour une rigole d'interception. Si vous vous rappelez à l'image précédente, on avait des pentes de 1 dans 10 et de 1 dans 4 pour la rigole d'interception. Et avec des pentes fortes là, comme ce champ-là, ça aurait été impossible. Là. Sans déplacer là, vraiment, vraiment trop de terre aussi. Là. Donc, pour un fossé d'interception, ce qu'on recherche, c'est le positionner de manière là, à avoir encore là une pente de lit qui est autour de 1 à 2 donc qui est acceptable au niveau du potentiel et du risque d'érosion. On peut également positionner le fossé de manière à faciliter les travaux au champ. Par exemple, dans ce cas-là, on l'a positionné de manière à avoir un passage pair ou impair de la machinerie la plus large à la ferme. Dans ce cas-là, c'était la batteuse. Donc, on a mesuré à partir du champ en haut un nombre de passages vraiment là, pair, dans le fond, de la largeur de la batteuse pour arriver jusqu'au fossé. Pour ne pas arriver avec des demi-passages de machinerie. Là. Donc, lors de la réalisation du fossé, la terre est mise en amont pour créer une berme d'environ 8 à 10 pouces de hauteur. Puis la berme créée va servir à diriger l'eau vers des descentes à rochers qui seront aménagées stratégiquement à intervalles réguliers dans le talus du côté amont du fossé. Donc, à tous les endroits où on peut prévoir qu'il va y avoir des écoulements qui vont concentrer, qui vont arriver du champ, bien, des descentes en rocher vont être aménagées.
c'est le même principe que ce que Alexandre présentait pour des fossés existants, mais là, ça va être pour un fossé qui va être creusé. Fait que, on prévoit les risques potentiels d'érosion qui peuvent survenir. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on ne met pas de berme et de descente en rocher? Bien, on va se retrouver avec une problématique comme dans cette image-là où l'eau va entrer n'importe où dans le talus du côté amont du fossé. Ça va créer de l'érosion, puis l'érosion risque de reculer dans le champ. Là, puis ça, tu le fais une fois, un projet comme ça, sans risberme, puis tu ne dis plus jamais. Dans cette photo-là, il y a peut-être aussi un phénomène de boulance qui n'est pas à négliger là, dans ces projets-là. Puis la boulance, c'est vraiment la pression que l'eau exerce dans le talus. Là. Cette pression-là peut être enlevée là, si c'est un champ qui n'est pas drainé en mettant un drain souterrain là, en amont là, du fossé. Bon, voilà à peu près à quoi cela ressemble quand c'est terminé. On voit ici la risberme en amont du fossé avec les descentes en rocher. L'ensemencement a été réalisé, mais c'était pas encore, ça ne va pas encore pousser, c'était vraiment frais fait. L'avantage là, avec un fossé par rapport à une rigole d'interception, à mon avis, pour les producteurs, c'est que c'est un aménagement qui est déjà connu par eux. Ils savent comment l'entretenir, ils savent comment fonctionner autour d'un fossé, ils savent comment entretenir les talus. C'est aussi un aménagement qui est plus facile à réaliser, je pense, pour les entrepreneurs parce que c'est encore là, c'est du connu. Là. Donc, il y a moins d'imprévus, moins de surprises. Là. Moi, c'est des types d'aménagements, dans le fond, qu'on fait, ben, je ne te dis pas régulièrement, mais dans des cas où on a des grands champs, de remettre des fossés, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Là. Puis souvent, c'est les producteurs eux-mêmes qui voient la solution là, parce qu'ils voient les problématiques d'érosion dans leur champ. Un détail qui est ajouté dans le fossé d'interception pour prévenir le risque d'érosion du lit du fossé, c'est l'ajout de seuils. Les seuils dont je parle dans ce cas-ci, servent à ralentir l'eau. Peuvent également là, avoir une certaine fonction là, de sédimentation qui se fait en amont du seuil. Donc, l'espacement optimal des seuils, ça permet de créer un système de marche pour ralentir l'eau. Donc, par exemple, pour une pente de 2 et une seuil d'une hauteur là, de 12 pouces, 30 cm de hauteur, on va avoir un seuil à toutes les 50 pieds là, ou les 15 à 17 mètres. Là. Donc, moi, je trouve que l'aménagement de seuil dans des fossés, c'est idéal pour des fossés dont le lit a une pente d'à peu près 3-4 là. Lorsque la pente est plus forte, il faut faire le calcul, voir si ça vaut vraiment la peine d'enrocher le lit du fossé au complet là, plutôt que de faire des seuils qui vont être très, très rapprochés. Là. Mais jusqu'à 3-4 là, je pense que ça vaut encore la peine là, plutôt qu'on sauve sur la pierre. Là. Puis les seuils dont je parle ici là, sont faits de pierre uniquement. Là. Il n'y a pas un cœur mou ou un cœur dur à l'intérieur. C'est des petits seuils encore là de 12 pouces ou jusqu'à 18 pouces, même ou 24, dépendant de la profondeur du fossé. L'excavateur va créer une clé d'ancrage dans le lit du fossé. Il va s'accoter sur les côtés. Il va venir asseoir la pierre, puis bien l'enfoncer sur les côtés et le lit. Et la placer en faisant une espèce de forme de banane là, pour s'assurer que l'eau va vraiment prendre le centre du seuil, puis ne va pas venir gruger sur les côtés. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, là, même en prévision, là, surtout quand les fossés sont très, très, très longs, puis qu'il y a un potentiel d'avoir un bon volume de ruissellement. Là. Mon troisième exemple de projet, c'est des projets d'avaloir en plein champ.
En Estrie, la topographie vallonnée fait en sorte qu'on trouve souvent des configurations où il y a des écoulements qui sont concentrés dans des creux entre deux pentes fortes, ce qui crée de l'érosion en ravine, comme dans la photo là, sur cette diapositive. Ça, c'est un peu une photo extrême là, dans un champ qui était ultra qui est quasiment lunaire, là, aucune racine, aucune culture de couverture ou de résidus en surface pour le protéger, mais c'est la réalité ici. Là. On en a souvent des champs qui peuvent ressembler à ça. Là. Donc, la fonction d'un avaloir en plein champ, dans ces cas-là, c'est d'évacuer l'eau de surface par une conduite souterraine pour éviter l'érosion en surface, pour éviter que l'eau aille à ruisseler en surface. Comme on le voit sur la vue en plan, puis la vue de dessus de l'image dans la diapositive, le système peut être composé d'un avaloir surélevé, de riziberme et d'un bassin ou de cuvette en amont. Donc, la riziberme est là pour créer l'espèce de petit bassin là, en amont. Il y a des documents là, disponibles sur le site AgriRéseau là, pour aider là, à la conception plus fine, puis le dimensionnement là, des conduites à utiliser dans ces systèmes-là. Puis ça peut être, comme là, ce que j'ai présenté dans l'image, c'est des avaloirs en série. Donc, il y en a deux, mais ça peut être des fois juste un avaloir, là, dépendant de la longueur de la coulée et du volume d'eau qui va ruisseler dans cet endroit-là. Bon, dans le cas du projet précis, c'est un producteur en grande culture qui avait un champ là, avec une problématique d'érosion en ravine dans une coulée. Le sol était d'un type de loam sableux, donc également particulièrement fragile à l'érosion lorsque non protégé. On voit sur la carte ici la coulée elle-même, là, qui est une concentration d'un écoulement. On voit également là, que c'est un endroit où il y a deux pentes qui se rencontrent, une pente plus forte en amont et une pente plus faible en aval. La coulée elle-même a des pentes relativement faibles, de l'ordre de 1 à 3 %. Donc, c'est un bel endroit pour faire ce type d'aménagement-là, moins de sol à déplacer en perspective. Puis, dans les cas d'érosion en ravine, là, les pratiques culturales là, peuvent pas régler la problématique elle-même habituellement. Les pratiques de conservation des sols qui vont être appliquées dans le champ en amont des aménagements vont faire en sorte qu'il va y avoir moins de sol qui va descendre puis qui peut créer des problèmes au niveau des aménagements, mais ce ne sera pas ces pratiques-là qui vont être capables de régler ces problèmes-là. Souvent, c'est des endroits où il y a le bassin versant contributif à la coulée est trop grand, puis le volume de ruissellement est trop important que même des champs en prairie vont se miner puis s'éroder. Donc, les aménagements sont vraiment importants. Là. Dans ce cas-ci, le producteur est en transition vers le semi-direct, puis il faisait également l'essai de céréales d'automne. Donc, moi, je trouve toujours ça important que le producteur mette en place, fasse l'essai de pratiques culturelles, toujours en parallèle là, avec ces aménagements hydro-agricoles pour contrôler l'érosion. Donc, dans ce cas-ci, ça avait été deux avaloirs en série qui ont été aménagés. Les avaloirs étaient positionnés stratégiquement là, dans les endroits de pente les plus faibles dans la coulée, de façon à déplacer le moins de terre possible pour la création de la berme et également afin de nuire le moins possible aux pratiques culturelles. Toujours penser que le producteur, là, puis il va avoir à vivre avec cet aménagement-là qui se retrouve dans son champ. Là, puis c'est souvent le travail de le positionner au bon endroit là, avec le producteur, de tout penser qu'une fois que c'est en place, c'est un empêcheur de tourner en rond un peu. Là. Fait qu'on va chercher, par exemple, à l'installer l'avaloir à une jonction entre deux champs ou à un intervalle là, pair ou impair de passage de la machinerie la plus large encore. Là.
Donc, comme on voit sur le plan type de la Valoir ici, on cherche à créer une berme en excavant en amont de la Valoir, puis on vient remettre la terre en aval, oui, c'est ça. On lui donne une forme un peu de fer à cheval, là, en l'accotant sur les côtés de la coulée. On cherche à avoir aussi une configuration de la berme qui permette de la cultiver. Donc, on veut adoucir sa pente en aval. On veut vraiment l'intégrer dans le paysage pour que le producteur puisse venir le cultiver, la berme. Sur le plan, on parle d'une pente de 1 dans 5, mais ça peut être beaucoup plus doux, là, dépendant la configuration là, du terrain. Dans ce cas-ci aussi, bon, la Valoir a été réalisée de manière artisanale. Fait qu'on n'utilise pas des Kin-Bottom non plus, là, parce qu'on veut vraiment contrôler le débit qui va entrer dans la Valoir. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est une conduite de 45 cm, là, 18 pouces de diamètre, qui a été percée à la perceuse. La Valoir là, est protégée par de la pierre, dans ce cas-ci, de la pierre de champ, là, de la pierre quand même assez propre, 2-4 pouces à peu près, là, trouvée sur le site. Et on a mis une grille, là, qui est une grille pour de la clôture à lapin, je pense, là, de 2 pouces par 2 pouces, là, pour protéger, dans le fond, de résidus de culture là, qui pourraient venir se coller puis empêcher l'efficacité de la Valoir. On cherche aussi, dans le fond, à créer, là, où il y a Alain là, qui est debout ici, une petite zone là, qui est une espèce de petite cuvette à sédiments en amont de la Valoir, qui va permettre de retenir le sol qui va descendre, là. Ça fait une espèce de forme d'œil là, en amont de la Valoir. Cette zone-là, idéalement, elle serait engazonnée et non cultivée. Donc, la section qui est non cultivée pour le producteur ressemble à peu près à cette zone-là ici, là. Donc, la façon dont le système fonctionne, c'est que l'eau de ruissellement va s'accumuler dans le bassin derrière la berme, être infiltrée par les trous créés par la perceuse de la Valoir. Si les trous ne suffisent pas parce qu'on n'en a pas émis assez, l'eau va rentrer par le dessus de la Valoir. Puis si ça non plus, ça ne suffit pas parce que, bon, la conduite qui est mise dans le sol est trop petite ou que le ruissellement est vraiment trop important, l'eau peut déborder par l'évacuateur d'urgence, ici, qui est un endroit qui a été intentionnellement créé plus bas dans la berme pour permettre un débordement contrôlé. Ça, c'est bien important parce qu'il faut se rappeler que ce qu'on crée dans le champ, c'est un petit système de barrage, là. Puis dépendant la grosseur du bassin puis de l'eau qui peut s'accumuler en arrière, ça peut créer plus de dommages que prévu, là. Donc, en prévoyant ce système de débordement-là, on s'assure, dans le fond, que la berme ne va pas ouvrir, puis ça va être le déluge là, en aval. Donc, voici quelques images là, lors de la réalisation des travaux de ce projet-là. On voit sur l'image 1 l'installation de la tête de 18 pouces 45 cm de la Valoir. Présentement, là, elle a probablement aux 3 mètres, c'est peut-être un 10 pieds, fait qu'elle va être recoupée là, à la bonne hauteur après que la berme va être configurée. On voit les conduites pleines qui vont être installées pour évacuer la Valoir. Probablement du 8 pouces dans ce cas-là, mais ça va assez rapidement là, de 8, 10 puis 12 pouces. Là. C'est dépendant de la grosseur du bassin versant puis le débit de pointe qu'on veut évacuer, c'est souvent des conduites d'un assez gros diamètre. On voit également qu'il y a un drain agricole qui va être installé dans la même tranchée, parce qu'on, dans le fond, on veut venir assécher le bassin qui va être en amont de la Valoir.
Et comme il n'est pas souhaité d'installer un système d'avaloir sur le système de drainage souterrain, hein, on veut vraiment que ce soit des systèmes parallèles pour éviter que le sol ou les autres débris qui pourraient se retrouver à descendre par l'avaloir viennent compromettre l'efficacité du système de drainage souterrain. On voit sur l'image 2 là, la berme là, en fer à cheval qui prend forme, qui vient s'accoter sur les côtés, dans le fond de la coulée. Et on voit sur l'image 3 l'avaloir complété avec la pierre, les champs et la grille de protection. Dans un champ là, qui va être, par exemple, cultivé en maïs, on va aussi mettre là, des piquettes, là, entre autres, ce qui a été mis, qui fonctionne bien, c'est des piquettes de déneigement qui sont très, très hauts, là, en espèce de petit plexiglas jaune avec des petits bouts rouges, là, pour s'assurer que, dans le fond, la machinerie, la batteuse qui va venir, là, quand le maïs est poussé, ne va pas tomber dans l'avaloir ou l'accrocher. Ça, c'est pas mal les 3 projets que je voulais vous présenter. Petit message à retenir en terminant, là, c'est que quand on veut faire des aménagements de contrôle de l'érosion en plein champ, je trouve que c'est vraiment important de penser la gestion de l'eau dans son ensemble, de regarder toutes les possibilités, puis de voir que des fois, on peut faire des réaménagements de champs quand même importants. Mais c'est possible. Puis il faut, dans le fond, adapter la solution à la réalité de l'entreprise. Préparer le projet avec le producteur, s'assurer que le producteur comprenne bien les avantages puis les inconvénients des aménagements, parce que ultimement, là, ça va être lui qui va l'utiliser, cet ouvrage-là, qui va l'entretenir. Donc, ça doit devenir son projet. Moi, je trouve ça bien important que le producteur comprenne que nous, les consultants, on est là pour les aider à prendre des décisions et à réaliser des projets, mais ultimement, le projet leur appartient. Là. Et j'ai mis une petite note là, de ne pas oublier d'inclure des mesures d'atténuation des impacts lors des travaux. Là. Ça, on en a parlé, là, Hélène en a parlé un petit peu aussi. J'ai mis le lien là, vers un guide là, que j'aime bien, là, qui a été réalisé par le rappel là, sur la lutte à l'érosion sur les chantiers. Là, mais il y en a plusieurs là, qui existent. Là, toutes les devis du MTQ, les mesures d'atténuation sur leur chantier, c'est toutes des choses qui peuvent s'appliquer aussi en milieu agricole, puis il faut le penser. Là, on met en place des projets de contrôle de l'érosion, mais c'est aussi notre responsabilité de faire en sorte que lors des travaux, on pense aussi à contrôler l'érosion puis les impacts que ces travaux-là peuvent avoir. Donc, je serais prêt à vos questions. Je vais arrêter mon partage d'écran. Si vous êtes encore là. Juste un petit point aussi là, avant de prendre les questions. Sachez qu'il existe un fichier Excel pour calculer les débits de pointe selon différentes méthodes, puis calculer le débit des conduites à l'entrée, à la sortie, c'est selon la tête d'eau, selon la longueur, la pente, le type de conduite. On peut vous fournir ça aussi là, si ce n'est pas sur AgriRéseau, puis on peut vous expliquer aussi comment utiliser ces calculs-là, ce fichier-là, puis comment faire les calculs. Oui, merci Hélène. Est-ce que... C'est ça, il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. Si ça vous convient, on pourrait Pierre a mettre... une question. Ah, Pierre. Oui, Pierre. Oui, j'avais une question. C'est à propos de la grosseur des cailloux, les roches qu'on va mettre dans les gros cours d'eau. Là, admettons qu'on a une sortie de drain dans un gros cours d'eau, c'est peut-être pour Alexandre la question. Il n'y a pas moyen de grossir le caillou un peu, de mettre du 12-24, de mettre quelque chose de plus solide pour justement éviter l'érosion? Bien, Alex, il va répondre, là, mais moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus, Pierre. Là, c'est sûr que c'est la seule sortie. En fait, la bonne pratique quand on sort un drain, c'est de ne pas le sortir dans un cours d'eau comme ça. Là. Pour éviter l'impact des glaces et des gros courants. Là. Fait que, mais je vais laisser Alexandre répondre, là, mais
c'est ça. Si on est capable de ne pas le sortir là, on peut aussi changer la sortie, là. Mais en fait des plans de drainage, là, je pense que tu es conscient de ça, là, fait que on essaye de pas de privilégier un fossé ou même, moi, je crois de plus en plus aux sorties de drainage, peut-être plus en amont, là, dans le cas de. Peut-être qu'on pourrait profiter des bandes filtrantes là, quand la pente le permet pour pouvoir. On sait qu'il y a des éléments fertilisants qui sortent là, par l'eau de drainage, c'est un autre sujet, là, mais ça pourrait être pertinent parfois quand la pente le permet, de profiter de la végétation naturelle. Vu qu'on va avoir des bandes riveraines de protection bien implantées, là. Mais je te laisse répondre, Alex. Ouais, ben, ouais. J'en ai pas parlé moi non plus là, avant de répondre, mais c'est sûr, tu sais, quand on regarde autant pour les sorties de drainage, les chutes en rocher, là, quand c'est possible de ne pas faire sortir de l'eau à des endroits, entre guillemets, dangereux ou plus à risque, mettons, on peut volontairement, tu sais, diriger l'eau à un autre endroit que c'est plus safe, sage de le faire. Puis des fois, ça vaut carrément la peine. C'est des plus petits travaux, des travaux qui ont plus de chances de marcher dans le temps. Autant quand c'est des gros cours d'eau que des exemples des zones à glissement de terrain. Bon, outre ça, oui, ben moi j'en ai parlé un petit peu. Oui, on peut toujours grossir la pierre dans des cas que, exemple, on est dans une rivière ou un très gros cours d'eau. Mais tu sais, rendu là, il y a du dimensionnement qui va être nécessaire de faire. Puis souvent, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un cas comme ça? C'est qu'on va dire, bon, ben, on va faire le bas de la chute. On va grossir le bas de la chute, comme faire un exemple, un mini perré, si on veut, là, pour au moins que le bas, qui a des chances de se faire manger par les glaces ou par les crues, il soit protégé. Mais tout le reste de la chute, je la ferai pas en grosse pierre parce que c'est très difficile de faire une belle chute en rocher, de la façonner en demi-lune si on a de la pierre d'20 pouces. En tout cas, ça va obliger de faire une très grosse excavation pour avoir la forme qu'on cherche à avoir. Fait que je le ferai seulement dans le bas, jusqu'à la hauteur que l'eau peut aller. Puis le reste, ben, après ça, tu continues avec de la pierre normale, là, de la 4 à 8 pouces ou plus grosse si c'est plus que 10 hectares qui est drainé par là. Mais rendu là, c'est du dimensionnement fort. Là. Si tu décides de faire un aménagement dans une rivière, tu n'improvises pas la grosseur de pierre que tu vas mettre à cet endroit-là. Il y a un dimensionnement qui doit être fait. Fait que là, on n'est pas dans les aménagements standards, si on veut. Juste complémentaire, Alexandre, merci de la réponse, mais très souvent, les réseaux de drainage sont déjà installés. Puis là, on n'a pas le choix, ils ont sorti dans le temps dans les rivières. Fait que là, tu ne peux pas tout dévier là, ou refaire le plan de drainage au complet. Là, il veut simplement aménager des sorties de drain. C'est là la problématique, parce que dans le cadre de nouveaux plans de drainage, c'est sûr qu'on ne les sort pas dans les rivières. C'est juste pour aménager les anciennes sorties de drain là, qui sont érodées, puis que les gars ont essayé de protéger plus ou moins avec du béton ou des victoires de même, puis là, tu faut que tu l'aménages. Ouais, ben c'est sûr pour une sortie de drainage qui est déjà là, puis de mettre de la plus grosse pierre, bon, c'est pas. Ça pourrait se faire là, ça protégerait en même temps la sortie. Là, et fait que, oui, ça pourrait se faire. Tu peux aller avec la 12 à 20 pouces dans ces cas-ci. C'est ça, il faut juste ajuster l'excavation pour que ça fasse pas ça dépasse pas le talus naturel finalement. Fait qu'il faut que tu excaves plus. Une autre question complémentaire, à peu près ça, je vous laisse. Là, on me dit souvent dans les MRC, quand on me donne le permis, de ne pas toucher au fond du cours d'eau. Ils ne se touchent pas au fond du cours d'eau, puis dans la plupart des plans, on trouve un géotextile dans le fond du cours d'eau avec du caillou pour recevoir les eaux, là, le réseau de drainage. Comment que tu concilies ça, toi? Ils ne veulent pas y mettre de permis si on touche au fond du cours d'eau, même si ce n'est pas large, si on parle de ça, 3,5 mètres. Exact. OK. Je ne sais pas comment concilier ça, parce qu'idéalement, ce serait d'avoir une partie de géotextile dans le fond du cours d'eau avec du caillou,
pour réellement le protéger, mais là, ils ne veulent pas qu'on aille dans le fond du cours d'eau, ils ne veulent pas qu'on touche, même si on fait ça en période d'étiage, là, puis qu'on part du niveau de l'eau au moment où on décolle notre réfection, admettons, de la sortie de terrain. Mais là, ils ne veulent pas qu'on touche au fond du cours d'eau. Fait que là, on part de même, là, puis on ne met pas de géotextile dans le fond, ni de cailloux. On a peut-être 2-3 qui déboulent, mais on essaie d'éviter ça. Je ne sais pas comment concilier ça correctement par rapport au plan de vie, admettons, qu'on peut présenter, là, comme Alexandre nous a présenté tout à l'heure. Je peux peut-être essayer un élément de réponse. Dans le fond, ça, c'était beaucoup en lien aussi avec l'ancien règlement du ministère de l'Environnement. Là, avec le REAFI qui est arrivé, il y a des exemptions au niveau de la... Là, je te parle de stabilisation de berge, mais des ouvrages comme on discute présentement, c'est un peu de la stabilisation. Il faut regarder qu'il faut que ça stabilise la berge aussi. Là. Puis non, on ne pouvait pas toucher au lit du cours d'eau sans avoir une autorisation du ministère de l'Environnement. Vraiment une demande. Je pense qu'avec le REAFI, puis les exemptions au niveau des grosseurs des aménagements qu'on peut faire en berge, ça va peut-être permettre justement ça. Là. Mais il faut rester dans les limites là, du REAFI, là, de ce qui est considéré comme une exception là, pour une demande d'autorisation du ministère de l'Environnement. Merci beaucoup, puis merci pour les présentations. Puis présentement aussi, ce qui va arriver, c'est que dans les mois futurs, l'année future, avec le chantier qui est mis en place au niveau du ministère de l'Environnement, ce qu'il appelle le régime transitoire, bon, on n'est pas obligé d'aller dans les détails, mais vous allez le voir venir aussi, là, les consultants. Il va y avoir un arrimage plus serré au niveau de ce qui est demandé par le ministère de l'Environnement et les municipalités. Dans le fond, le permis que vous allez demander aux municipalités devra inclure les exigences au niveau de la réglementation là, de la loi sur la qualité de l'environnement. Le REAFI va être inclus dans les autorisations que vous allez demander. Fait que ça devrait faciliter. Là, ça risque d'être un peu boiteux au début, là, mais ça devrait faciliter là, les demandes d'autorisation pour tout ce qui est justement travaux là, dans des zones proches des cours d'eau et des milieux humides. C'est ce que je vois, en tout cas. Mais il faut, faut demander au MRC, il faut demander aux municipalités, il faut vraiment s'assurer, comme consultant, justement, qu'on guide bien nos clients là, pour s'assurer de respecter et avoir les bonnes autorisations. Là. Je pense qu'il y a une autre petite main de... Oui, c'est moi. Oui. J'ai une petite question concernant justement le nouveau régime transitoire. J'ai un ouvrage, en fond, qui va être fait plus tard en zone inondable, dans le fond, dans le littoral. Puis c'est justement, vu que c'est inondable, toute l'eau sort à la même place. Donc, il y a vraiment un gros décrochement de ça. Je voulais savoir si ce genre d'ouvrage était subventionné justement avec prime vert ou vu que c'est dans la zone inondable, dans le littoral, c'était pas subventionné. Parce qu'il faut stabiliser les berges. Puis c'est vraiment un gros cours d'eau. Donc, ça fait un peu suite à la question de Pierre, puis votre intervention sur le nouveau régime. Là, il va falloir peut-être plus se pencher sur ce cas-là. Je peux répondre peut-être en général. En général, les deux généralités qu'il faut que tu retiennes, c'est que nous, on subventionne des stabilisations d'eau qui vient du champ. Ça, c'est la première chose à faire. Fait que si ça vient du champ, ça peut potentiellement être admissible, mais si ça vient du cours d'eau, ça ne le sera pas. Puis la deuxième chose, c'est qu'on subventionne tout le temps des aménagements qui répondent à toutes les lois et règlements. Puis là, moi, tantôt, quand j'ai parlé du REAFI pour l'exemption, je n'ai pas parlé de cours d'eau. C'était vraiment un talus de cours d'eau. Quand on est dans le littoral, on comprend que ça fait partie du cours d'eau. Fait que là, c'est une nuance que j'ai pas. Je ne pourrais pas te répondre là exactement, mais on pourrait regarder trois choses. En fait, le REAFI, le nouveau régime transitoire du règlement sur les zones inondables et les règlements municipaux et à la MRC. Fait que il faudrait comme plutôt prendre ton cas et regarder ces trois choses-là, qui est à demander des demandes, faire des demandes de renseignements avant que tu te penches là, trop longuement sur la préparation du dossier. Puis si ça a le goût d'être conforme
relativement facilement parce qu'on comprend qu'on peut toujours être conforme, là, tout se peut. Là. Mais si c'est à la portée, je te dirais, de l'entreprise agricole, bien là, ça serait d'aller de l'avant. Parfait. Merci. Et je veux peut-être juste, avant que tu Ben, j'ai oublié complètes, quelque Hélène, là. chose, mais j'ai oublié Ok, quelque vas-y. chose, Chloé. J'ai oublié de présenter Guillaume Sauvageau et Julien Cormier. Ce sont les deux nouveaux ingénieurs là, au Centre du Québec. Il y a Véronique Gagnon aussi qui a été engagée au MAPAC au Centre du Québec, puis est en congé de maternité. Fait que là, Carl-Éric, tu peux appeler Alexandre, tu peux appeler Guillaume, puis tu peux appeler potentiellement Julien. Ça se peut que ce soit plus Guillaume là, Sauvageau qui fasse des ouvrages avec Alexandre, par exemple, parce que Julien il est sur d'autres dossiers. Là. Mais c'est vrai, je m'excuse, j'aurais dû le faire plutôt dans la formation. Là. Puis moi, je voulais juste ajouter que des exemples comme ça de projets, là, c'est bien important pour nous aussi, les conseillers au MAPAC. Là, si vous venez vers nous pour qu'on vous aide à débroussailler tout ça, ça nous permet aussi à nous de mieux comprendre comment la réglementation est appliquée, là, puis l'impact que ça peut avoir sur les producteurs agricoles. Fait que ces cas de figure-là sont vraiment intéressants pour nous aussi. Fait qu'hésitez pas là, à nous les amener là, dans toutes les régions, là, ce que je comprends. On parle pour tout le territoire, là. Estrie, Centre du Québec, Mauricie. Là. Pierre, t'avais-tu une autre question? C'est peut-être Non, juste. je n'avais pas d'autres questions. C'est la petite main qui n'est pas partie. Je m'excuse. OK. Bon, ben merci beaucoup pour votre participation. Dans le fond, on reste disponible là, pour la suite des choses. Puis, n'hésitez pas à nous contacter là, au besoin. Merci de votre intérêt pour les ouvrages. On y croit pas mal là, que ça peut, ça fait partie de l'agro-environnement, même si il s'en fait moins qu'il s'en est déjà fait. Là, on aimerait ça accueillir plus de dossiers. C'est ça, en fait. J'ai une question, justement, parce que là, le Primevert termine en principe en mars 2023. Donc, probablement que les dossiers doivent être faits pour maximum automne là, 2023. On ne sait pas si ça va être reconduit pour le prochain Primevert. Oui, c'est une excellente question. Effectivement, on est en fin de programme, fait qu'il faudrait que si vous avez des dossiers cette année, qu'ils se réalisent d'ici début de l'hiver 2022, effectivement, pour qu'on puisse payer pendant l'hiver. C'est vrai, vous avez raison. On espère que ça va être reconduit, mais vous avez raison, on n'est jamais sûr là, entre deux programmes. Parfait, merci. Bon, ben parfait. Fait que ben merci encore, puis au plaisir de se revoir en personne. Merci beaucoup.